Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent petit à petit et bonsoir Camille Penny. Bonsoir. Alors on est vraiment ravis de pouvoir organiser aujourd'hui la toute première émission de l'Avis de recherche en partenariat avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et la Revue libre des sciences humaines et sociales. Et pour vous expliquer, pour faire simple, cette émission, en fait, elle vise à décrypter l'actualité sous l'angle de la recherche universitaire grâce à l'intervention d'un chercheur sur une thématique précise. Et en l'occurrence, donc, le chercheur qui nous fait le plaisir d'ouvrir le bal, c'est Camille Penny. Donc, vous êtes professeur de sociologie et chercheur au laboratoire Printemps. Vous travaillez notamment sur les questions de stratification sociale, inégalité sociale, travail et classe sociale, mais aussi sur la question de la jeunesse et des générations. Et on va évidemment y revenir très vite puisque c'est au cœur de notre sujet. Vous êtes notamment l'auteur du Destin au berceau, inégalité reproduction sociale, publié en 2013, et d'une thèse qui a fait l'objet également d'un ouvrage sur le déclassement. Et donc, notre sujet ce soir, la précarité des jeunes dans la période de crise sanitaire que nous traversons. Ce sujet, évidemment, il est au centre de l'actualité. Nos auditeurs ont sans doute vu passer un certain nombre d'articles à ce sujet ces derniers temps, consacrés donc à cette période de crise sanitaire. Et en fait, l'idée de notre échange, c'est de creuser ce thème en s'y intéressant vraiment profondément. Et pour ça, on va essayer de structurer l'échange autour de 4 axes. Alors, le premier axe, l'idée, ce sera de comprendre ce que signifie la lecture générationnelle des inégalités sociales et comprendre ce que ça veut dire quand on dit que la jeunesse est précaire. Dans un deuxième temps, on verra quels sont les effets de la crise sur les jeunes. Donc, quand je parle de crise, évidemment, vous comprendrez la crise de la Covid-19. Et puis, on s'intéressera ensuite aux politiques publiques à destination des jeunes. Et enfin, on terminera en parlant de l'avenir de cette jeune génération qui s'obscurcit, on le verra ou pas, petit à petit dans le temps, sous l'effet des conséquences de cette crise sanitaire. J'en profite pour préciser à nos auditeurs qui nous rejoignent que vous pouvez interagir dans les commentaires en posant vos questions. Je les transmettrai à Camille Penny directement pour qu'il puisse faire la lumière sur vos différentes interrogations. Donc, n'hésitez vraiment pas à interagir. L'idée, c'est que ce soit assez interactif. Alors, pour introduire le sujet, quelques chiffres. Depuis le début des années 80, le taux de chômage des jeunes actifs oscille entre 15 et 25%. Et ça s'élève à un niveau 2 fois plus élevé que le reste de la population active. Et parmi ces jeunes, il y a une part très importante d'emplois précaires, donc les emplois précaires, les CDD, les intérims ou les emplois aidés. Et ce taux, il a presque triplé au cours des dernières années. Alors Camille Penny, qu'est-ce que nous apprend la lecture des inégalités sociales sous l'angle générationnel sur la structure sociale française? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre jeunesse française est marquée par la précarité? Et historiquement, est-ce que finalement on observe réellement un appauvrissement de cette jeunesse? Alors, beaucoup de questions qui pourraient mériter de longs développements. L'idée de la lecture générationnelle des inégalités sociales, c'est l'idée finalement qu'en fonction de la génération à laquelle on appartient, on pourrait rencontrer des opportunités, par exemple, économiques et sociales différentes, et que ces différences produiraient un effet qui ne s'effacerait pas et qui nous suivrait jusqu'à relativement tard au cours du cycle de vie. Donc, dans les sciences sociales, la génération a été mobilisée dès les années 1920, et à l'époque, ce qui intéresse la sociologie des générations, notamment autour d'un sociologue allemand qui s'appelle Karl Mannheim, c'est de savoir ce qui fait génération, avec l'idée que finalement, pour définir une génération, il ne suffit pas d'être né au même moment. Ça peut définir des cohortes de naissance, mais en aucun cas une génération au sens sociologique du terme. Donc, ce qui intéresse Mannheim, c'est l'idée de dire que peut-être y a-t-il des individus qui partagent une expérience commune dans les premières années de leur vie, de leur jeunesse, qui va donner à cette génération une singularité. Donc ça préoccupe beaucoup la sociologie de l'entre-deux-guerres. Après la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 50 et 60, ce qui va beaucoup intéresser la sociologie des générations, c'est plutôt l'angle culturel, à savoir quelles sont les valeurs des nouvelles générations,
quelle est la culture jeune. Donc, c'est l'époque où les générations de jeunes sont nombreuses, dans les années 60, puisque c'est les premiers-nés du baby-boom. Et puis, c'est les années de mouvements sociaux de jeunesse en France et ailleurs. Et donc, on va s'interroger sur ce que serait la culture jeune, sur le degré auquel elle s'opposerait à la culture adulte ou à la culture des générations précédentes. Et puis, à partir des années 90, la génération, elle va revenir au cœur de beaucoup de travaux sociologiques, précisément sous l'angle des inégalités, avec l'idée que les générations de jeunes des années 90 ou de la fin des années 90 seraient confrontées à une dégradation importante de leur perspective d'avenir, à une dégradation importante de leur perspective de mobilité sociale. Et si on la compare à la génération précédente ou à la génération des parents, eh ben, on aurait des risques accrus de déclassement. Et donc, on va s'interroger sur le fait de savoir si finalement ces générations de jeunes des années 90 ne vont pas être durablement affectées dans leur cycle de vie, dans leur trajectoire, par ce que vous avez cité un petit peu en introduction, le taux de chômage élevé, la précarisation de l'emploi. Et donc, c'est vraiment sous l'angle des inégalités entre les générations que l'on fait revenir au cœur du débat dans les sciences sociales le concept de génération. On commence à voir émerger, notamment chez un sociologue comme Louis Chauvel, la thématique d'une rupture de la loi du progrès générationnel. Donc, Louis Chauvel publie en 1998 un livre qui s'appelle « Le destin des générations », dans lequel il défend l'idée que nous sommes probablement face à une rupture de cette loi du progrès générationnel. Qu'est-ce que c'est que cette idée de progrès générationnel? C'est l'idée finalement que, sauf accident majeur, en période de paix, une génération vit au moins aussi bien que la précédente et en règle générale vit un peu mieux que la précédente. Et donc, en accumulant un certain nombre de données, il montre que les trentenaires des années 90, à bien des égards, vivent moins bien que les trentenaires des années 70. Et voilà pourquoi il évoque le risque d'une rupture de cette loi du progrès générationnel. Donc, la question, c'est aujourd'hui de savoir... Donc, il y a beaucoup de travaux, il n'y a pas que ceux de Louis Chauvel, et c'est des travaux qui vont s'intéresser, par exemple, à la probabilité d'accès à un emploi stable, à la probabilité d'accéder à un emploi de cadre, à la probabilité d'avoir un emploi correctement rémunéré. Et c'est des travaux qui vont tous conclure à un résultat commun, à savoir l'idée qu'il existe d'importantes inégalités entre les générations au détriment des générations nées dans les années 60 comparées aux générations nées dans les années 40. Il y a Christian Baudelot et Roger Establé qui écrivent un livre en 2000 qui s'appelle « Avoir 30 ans » en 1968 et en 1998. Et pour caractériser la société française de 1998, ils parlent de gérontoclatie. Donc l'idée que l'essentiel des fonctions de pouvoir et de responsabilité serait concentré aux mains des générations plus âgées, autrement dit aux mains des baby-boomers, qui tiendraient éloignées de ces positions de pouvoir et de responsabilité les générations plus jeunes. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir qu'en est-il de ces inégalités entre les générations et est-ce que la génération reste une variable à mobiliser quand on cherche à décrire la structuration des inégalités. Parce que les travaux qu'on vient de citer, à la fin des années 90, aboutissent à une conclusion, on l'a dit, et du coup aboutissent aussi à l'idée que pour décrire la dynamique des inégalités, il faut bien sûr continuer à prendre en compte les inégalités entre les groupes sociaux, entre les classes sociales, mais aussi les inégalités entre les générations. Alors aujourd'hui, qu'en est-il pour répondre à votre question? Vous l'avez dit, en réalité, par exemple, le chômage des jeunes actifs, c'est un phénomène structurel depuis 40 ans. Au début des années 80, le taux de chômage des jeunes actifs est de l'ordre de 25%, soit peu ou prou celui qu'on observe aujourd'hui. Et si on regarde au cours des 35 ou 40 dernières années, en réalité, vous l'avez dit, le taux de chômage des jeunes actifs il est toujours au moins 2 fois supérieur à celui du reste de la population. Autrement dit, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ou 25 ans aujourd'hui
pas la première génération qui va s'insérer sur un marché du travail caractérisé par un fort taux de chômage des jeunes. Par contre, et vous l'avez dit aussi, ça fait 35 ans que parmi les jeunes en emploi, la précarisation de l'emploi grandit. Au début des années 80, chez les jeunes actifs en emploi de moins de 25 ans, on avait à peu près 13-14% d'emplois précaires, donc CDD, intérim, stage, contrat aidé. Aujourd'hui, on approche de 40%. Donc, l'insertion sur le marché du travail a continué à se dégrader de ce point de vue-là. Par contre, ce que l'on sait aussi, c'est que la qualité et la rapidité de l'insertion sur le marché du travail, elle est étroitement liée au niveau de diplôme. Et donc, on ne peut pas se contenter de mobiliser la variable génération, il faut la croiser avec d'autres variables. L'origine sociale, l'appartenance territoriale, le genre, l'origine ethnique. Et donc, on ne peut pas parler d'une génération de manière homogène. Ce qui est certain, mais on y reviendra, c'est que parmi les jeunes aujourd'hui, parmi les générations les plus récentes, il y a des fractions qui sont dans une situation extrêmement difficile, extrêmement inquiétante et extrêmement précaire. Mais parmi d'autres franges des jeunes générations, on a au contraire des perspectives pour les plus diplômés, etc., qui restent sans commune mesure avec ces franges les plus dominées. Donc oui, on peut continuer à mobiliser la variable génération pour décrire la structure sociale, mais il ne faudrait pas considérer que cette variable génération est la seule variable à utiliser, ni même peut-être la plus importante ou la première. Et je pense que la suite de notre discussion va permettre de continuer à réfléchir à ces questions. Oui, tout à fait, mais justement, c'est ce que vous expliquiez dans un article dans Alternative économique. Je précise simplement pour nos auditeurs que nous allons mettre le lien de tous les travaux que vous citez en commentaire à la fin du live. Donc, vous pourrez les retrouver à la fin du live et également les articles et les données que moi je cite de mon côté pour introduire les propos. Donc oui, effectivement, vous disiez dans un article d'Alternative économique que l'âge n'est pas la seule clé de lecture des facteurs d'exposition au Covid, même si effectivement, on voit énormément d'articles titrés une opposition entre les personnes âgées, ou en tout cas les personnes de plus de 80 ans, qui représentent 60% des décès imputés au Covid, aux jeunes qui incarneraient dans cette idée-là une génération sacrifiée. Mais voilà, vous expliquez que la variable génération est une variable et qu'elle est elle-même fracturée par les inégalités sociales. En d'autres termes, que la jeunesse demeure traversée par les inégalités. Et justement, quels sont les clivages qu'on peut observer aujourd'hui au sein de la jeunesse et en quoi peut-on dire que la Covid-19, eh bien, elle impacte différemment finalement la vie des jeunes? Alors voilà, ça c'est un peu l'idée générale peut-être pour commencer. C'est l'idée finalement que la crise sanitaire qui dure depuis 1 an maintenant, elle vient rendre béante un certain nombre de failles qu'on observe au sein de la jeunesse et rendre à nouveau visible un certain nombre d'inégalités. Alors, ce qui est certain, c'est que effectivement, les jeunes sont exposés aux risques sanitaires, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que, par exemple, si on s'intéresse aux décès ou aux formes graves du Covid, c'est indéniable. Vous avez cité les chiffres que c'est une maladie qui est létale principalement pour les personnes âgées, voire très âgées. Donc, c'est vrai que du point de vue des rapports entre les générations, les restrictions pèsent durement sur les plus jeunes. Et la situation actuelle, elle montre, à mon avis, au moins 2 choses sur la question des inégalités. Elle montre que, comment dire, si je reste d'abord sur la question des inégalités, elle montre d'abord qu'il existe une frange, c'est un peu ce que je disais en répondant à la question précédente, extrêmement précaire de la jeunesse, qui est composée essentiellement des jeunes qui ont quitté précocement le système éducatif, avec un faible niveau de qualification scolaire, voire sans aucun diplôme, et qui, eux, déjà
lorsque nous sommes dans un contexte économique normal, déjà quand nous sommes en période de croissance, alterne entre des périodes d'emploi plus ou moins précaires quand il y a un peu de croissance et des périodes de chômage dès que la conjoncture se retourne. On sait très bien que la crise sanitaire va être suivie de plusieurs années de crise économique et sociale. Et donc, on peut être légitimement très inquiet pour cette frange de la jeunesse qui figure parmi les moins qualifiés scolairement, qui ont quitté précocement l'école, ceux que l'OCDE qualifie de NEET, notamment ceux qui ne sont plus en emploi, enfin ceux qui ne sont pas en emploi, qui ne sont plus en éducation ni en formation, et qui sont surreprésentés parmi les jeunes issus des milieux populaires ayant quitté précocement l'école. Eux, on peut penser qu'ils se préparent à affronter un grand nombre d'années extrêmement difficiles. Après, si on prend par exemple la jeunesse étudiante, mais je crois qu'on en reparlera, ça nous montre deux choses sur les jeunes étudiants. Ça nous montre d'abord, et ça rappelle, j'allais dire presque enfin et heureusement, le fait que le temps des études n'est pas seulement le temps où on se forme, bien sûr c'est le temps où on se forme, où on se spécialise petit à petit, où on se prépare à l'exercice du métier, c'est aussi l'expérience de la sociabilité, c'est aussi une période où on se cherche, c'est aussi une période où on se trouve, c'est aussi une période où on crée des liens. Et là, ce que la période montre cruellement, c'est que ces liens n'existant plus, eh bien, les conditions d'études, les conditions de vie des étudiants sont extrêmement compliquées. Et puis, même à l'intérieur du monde étudiant, on voit bien que cette crise sanitaire révèle des inégalités entre les étudiantes et les étudiants qui peuvent compter sur une famille qui peut se permettre de les aider, soit financièrement, soit en les faisant revenir, par exemple, dans une grande maison pour suivre les cours, et puis les étudiantes et les étudiants qui doivent travailler pour financer leurs études, qui ont éventuellement perdu leur emploi étudiant, qui sont dans des situations de grande précarité ou qui sont dans des situations de logement extrêmement exiguës, extrêmement compliquées. Donc, on voit aussi à quel point le monde étudiant est divers. Et puis, mais ça, je crois qu'on y reviendra, on voit aussi avec la crise du coronavirus à quel point il existe des failles dans les politiques publiques en direction de la jeunesse, puisque le gouvernement a été régulièrement obligé de mettre au point en urgence tel ou tel dispositif ou sous-dispositif d'aide à telle ou telle sous-catégorie de jeunes non protégés, non couvertes par la protection sociale. Et donc, on voit aussi ce qu'on avait déjà vu pendant la crise économique et financière qui avait suivi l'automne 2008, à savoir qu'à chaque période de crise, on s'aperçoit en fait des failles et des zones de précarité qui sont béantes parmi les plus jeunes. Vous l'avez bien dit, effectivement, la crise sanitaire finalement creuse des inégalités qui étaient déjà existantes. Et vous l'avez bien dit concernant les étudiants, il y a des étudiants qui peuvent effectivement compter sur une aide familiale plus ou moins importante et des étudiants qui doivent travailler et qui, dans ce cas, effectivement, se retrouvent clairement victimes d'une crise sanitaire qui est devenue littéralement une crise sociale et une crise économique. Et pour rester un petit peu sur les étudiants, ces dernières semaines, on voit beaucoup d'images de files d'attente à des banques alimentaires, et on voit qu'elles se rallongent au fil des jours. Alors finalement, est-ce que cette crise sanitaire, elle ne fait pas aussi basculer une partie de la jeunesse étudiante qui peut-être n'était pas complètement précaire jusqu'à aujourd'hui? Et finalement, est-ce qu'elle ne fait pas basculer cette fraction-là de la jeunesse étudiante dans une précarité qu'elle ne connaissait pas avant? Oui, c'est vrai que ces images sont très impressionnantes. Ce que révèle aussi finalement cette crise et ces files d'attente qui s'allongent, comme vous le disiez, c'est que les étudiants de 2021, les étudiantes et les étudiants de 2021 ne sont plus les étudiants, ne serait-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et évidemment, ils ne sont plus les héritiers, ou ils ne sont plus uniquement les héritiers que pouvaient décrire Bourdieu et Passeron il y a quelques décennies. Et passé par là la massification scolaire, le fait que l'enseignement secondaire s'est ouvert aux enfants des classes populaires, qui sont arrivés au seuil de l'enseignement supérieur
et qui sont désormais, pour un nombre non négligeable d'entre eux, dans l'enseignement supérieur, hein. Je rappelle que à peu près 25% des étudiants et des étudiantes sont des enfants d'ouvriers et d'employés. Il y a 30 ou 40 ans, dans leur grande majorité, ces enfants des familles populaires ne poursuivaient pas leurs études dans l'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fil des années, on voit apparaître des étudiants qui sont au bord d'une situation de précarité, ou en tout cas qui évoluent sur un fil du point de vue de leurs ressources. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir l'image du monde étudiant comme étant finalement un monde de l'insouciance, un monde où on est tout entier occupé à profiter de la vie et des plaisirs de la vie. On voit apparaître ça dans un certain nombre de commentaires désagréables à l'encontre des étudiants qui se plaignent d'être cloîtrés chez eux. On dit « Ah là là, ils se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas aller boire des coups le soir ». Donc on a un peu cette image-là de l'insouciance étudiante qui ne correspond qu'à une partie des étudiants. Parce que les étudiants qui viennent des familles populaires, on l'a dit tout à l'heure, sont très nombreux à devoir exercer une activité professionnelle à côté des cours, parfois avec des volumes horaires très importants, 15 heures, 20 heures par semaine. Avant d'être enseignant à l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines, j'étais enseignant à l'Université de Paris 8. On faisait des cours nombreux entre 18h et 21h pour que les étudiants salariés puissent assister aux cours. On sait bien que le fait d'avoir une activité professionnelle pendant ces études rend bien plus compliqué le suivi de la scolarité. Et c'est des étudiants et des étudiantes qui, en période de crise économique, perdent leur emploi et se retrouvent complètement sur le fil, ne pouvant pas compter sur une aide suffisante de la part des parents, ne pouvant plus compter sur un salaire lié à leur activité professionnelle. Eh bien, ils ne pouvaient tout simplement plus manger. D'où la nécessité de faire des repas à 1 euro, d'où ces files d'attente devant les banques alimentaires que vous évoquiez. Et donc, on voit, encore une fois, apparaître le fait que la jeunesse étudiante n'est pas exclusivement une jeunesse privilégiée. Si on prend les 18-25 ans aujourd'hui en France, la part des étudiants, c'est à peu près la moitié. Ce qui signifie finalement que parmi les 18-25 ans, les étudiants ne représentent que la moitié de la classe d'âge. Et on pourrait considérer la moitié la plus privilégiée, puisque ayant la chance de continuer des études, etc. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Il y a effectivement des vraies poches de précarité parmi les étudiants et tous les collègues qui travaillent avec le Crous dans des actions d'aide aux étudiants et aux étudiantes les plus en difficulté pourraient rivaliser d'histoires malheureuses et d'anecdotes sur les difficultés sociales rencontrées par ces étudiants. Et du coup, on comprend bien ici l'intérêt de faire attention à ne pas parler d'une jeunesse uniforme, alors qu'on devrait plutôt parler des jeunesses, avec effectivement toute l'hétérogénéité que ce terme implique, même si effectivement la lecture générationnelle avec les chiffres qu'on a donnés au départ, elle est très pertinente, à condition qu'elle soit, dans le cas en tout cas de la crise de la Covid-19, croisée avec d'autres variables que vous avez très bien détaillées ici. Et justement, tout à l'heure, vous parliez des politiques publiques mises en œuvre à destination des jeunes. On a vu, pareil, ces dernières semaines, beaucoup de propositions émerger de la part de la classe politique, notamment autour de la question du RSA jeune. Alors, on va y revenir. Simplement, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quel est le modèle de politique sociale en France à destination des jeunes? Alors, effectivement, on a aujourd'hui des travaux qui ont été réalisés en comparaison européenne et qui permettent de mieux caractériser le système français. Donc, ce n'est peut-être pas encore le moment de développer les modèles qui existent dans les autres pays, mais par exemple, un collègue politiste qui s'appelle Tom Chevalier a réalisé une thèse sur les politiques publiques en direction des jeunes en Europe et notamment sur les différents types de citoyenneté économique et sociale des jeunes en Europe. Et ce qu'il montre bien, c'est qu'en France, on considère les jeunes
par exemple de moins de 25 ans, parlons d'eux, comme des mineurs sociaux, et plus exactement comme les enfants de leurs parents. Ce qui signifie par exemple que des parents qui ont un enfant de plus de 18 ans qui poursuit ses études dans l'enseignement supérieur vont pouvoir continuer à bénéficier des allocations familiales pour cet enfant et vont pouvoir également continuer à bénéficier d'une demi-part fiscale. Autrement dit, on considère que c'est à la politique familiale d'assumer, ou en tout cas c'est via la politique familiale qu'on pense l'aide aux jeunes de moins de 25 ans. Il y a d'autres pays, on le verra tout à l'heure, peut-être qui ont fait d'autres choix, qui aident directement les jeunes. Et c'est pour ça notamment, vous parliez du RSA, c'est pour ça notamment en France que les moins de 25 ans ne peuvent pas bénéficier du RSA, ou en tout cas ne peuvent pas bénéficier du RSA dans les mêmes conditions que le reste de la population. Très concrètement, quand vous avez moins de 25 ans, pour pouvoir bénéficier du RSA, il faut pouvoir témoigner de 2 années de travail au cours des 3 années qui précèdent la demande. Donc, vous vous rendez bien compte que ça ne bénéficie quasiment à personne, puisque quand vous avez 22 ans ou 20 ans et que vous en êtes à solliciter le RSA, c'est rarement parce que vous avez bénéficié de 2 ans de travail à temps complet les 3 années qui précèdent votre demande. Donc, en réalité, ça bénéficie qu'à quelques milliers de moins de 25 ans. Ça a une conséquence concrète, directe, c'est des poches de pauvreté très importantes qui s'étendent au sein de la jeunesse. Donc, le RSA, c'est un peu moins de 500 €, donc c'est bien en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ça ne ferait pas diminuer le taux de pauvreté. Simplement, c'est un filet de secours minimal dont peuvent bénéficier les plus de 25 ans et dont sont exclus les moins de 25 ans. Donc, c'est une discrimination selon l'âge sur laquelle on a bien du mal à revenir. Donc, on a là vraiment un effet direct de ce choix de politique publique qui est de considérer que certes, l'on est jeune politiquement à 18 ans, puisqu'on devient un citoyen, on a le droit d'exercer son vote, mais on devient pleinement citoyen au sens où l'on peut bénéficier de l'ensemble des droits qui s'ouvrent au reste de la population à 25 ans. Et donc, on a une période entre l'âge de 18 ans et 25 ans où on plonge dans un millefeuille de dispositifs, où il y a une myriade de mesures, de dispositifs qui existent en direction de telle ou telle sous-catégorie de jeunes, ce qui au final fait une sorte de millefeuille de dispositifs illisibles. On voit bien, là, par exemple, dans le cadre de la Covid, à chaque fois que le gouvernement fait une annonce d'urgence pour dire que telle ou telle catégorie de jeunes pourra bénéficier de 100, de 200, de 250 €. Il y a quelques jours d'incertitude où les associations, les syndicats se demandent si ça s'adresse bien à telle ou telle catégorie de jeunes, ceux qui ont des cohabités de chez leurs parents, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont une allocation logement, ceux qui n'en ont pas. Enfin, on voit bien à quel point tout ça est devenu un écheveau extrêmement complexe à démêler. Donc, on a ces deux caractéristiques, à savoir, on considère les jeunes comme des mineurs sociaux, encore une fois, c'est ce qu'a montré Tom Chevalier, et comme résultat direct de ce choix-là de politique publique, un millefeuille de dispositifs qui est devenu totalement illisible et qui nous explose à la figure à chaque crise, ce qu'on disait, 2008, et puis aujourd'hui, la crise sanitaire. Donc effectivement, un modèle français qui part du principe que la famille est aidante, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, ce qui indirectement peut clairement creuser la précarité de certains jeunes. Et justement, vous parliez de la situation d'autres pays en Europe. Est-ce qu'on peut dire que la situation des jeunes en Europe, elle est comparable d'un pays à l'autre? Et puis, s'il y a des différences, comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est justement à cause de ce modèle social français qui part du principe que la famille est aidante, ou est-ce qu'il y a d'autres explications possibles à ces différences? Alors ça, on a des éléments, hein, je le disais tout à l'heure, qui permettent effectivement de mieux caractériser les politiques publiques en direction de la jeunesse dans notre pays et les effets que ces politiques publiques ont sur différents indicateurs, le taux de chômage des jeunes, la mobilité sociale des jeunes, mais aussi des indicateurs plus subjectifs comme le degré d'optimisme des jeunes. Donc, les apports de ces travaux, ça a été de bien montrer
comment il fallait prendre en compte différents types de politiques publiques pour comprendre la manière dont on considérait les jeunes dans les différents pays. Donc, j'ai parlé du travail de Tom Chevalier, qui distingue la citoyenneté économique et la citoyenneté sociale, et qui va étudier finement les politiques éducatives, les politiques de l'emploi, les politiques sociales, et montrer comment, en fait, elles font système. Et puis, il y a une sociologue qui s'appelle Cécile Van de Velde, qui s'est intéressée à l'expérience du devenir adulte. Qu'est-ce que ça signifiait devenir adulte en Europe? Et elle montre bien que pour comprendre la manière dont on devient adulte en Europe, eh bien, il faut prendre en compte au moins 3 éléments: le type d'État-providence, le fonctionnement du système éducatif et la culture familiale du pays. Donc, comme Chevalier, comme Cécile Van de Velde, compare 4 pays, des pays du nord de l'Europe avec un modèle scandinave, des pays du sud de l'Europe, la France, et puis le Royaume-Uni, qui est un pays libéral. Et ce que montre par exemple Tom Chevalier, c'est que quand on s'intéresse à la citoyenneté économique des jeunes, il faut s'intéresser au degré auquel cette citoyenneté économique est inclusive ou sélective. Je vous donne un exemple. Les politiques éducatives, par exemple, sont particulièrement sélectives en France. On sait que notre système éducatif est élitiste et qu'il cherche davantage à correctement sélectionner, voire à correctement sursélectionner une petite élite, plutôt qu'à doter l'ensemble des jeunes des compétences minimales qui permettraient de correctement évoluer sur le marché du travail. En gros, pour caricaturer, on a un système éducatif en France qui est tout entier tourné vers l'excellence académique de quelques-uns qui sont censés aller peupler le système des classes préparatoires et des grandes écoles. Et finalement, les vaincus de la compétition scolaire eh bien, sont un petit peu laissés au bord de la route. Certains collègues vont parler, par exemple, de la culture du tri et du classement précoce qui caractériserait l'élitisme de l'école française. Et les pays scandinaves, par exemple, se caractérisent par une politique éducative beaucoup plus inclusive, par un système éducatif beaucoup plus inclusif, qui va, dans les premières années, bien davantage chercher à corriger les inégalités de départ et à doter l'ensemble des jeunes élèves d'un socle minimal de compétences, et ne va pas chercher tout de suite à évaluer les élèves, à les trier et à les classer. Donc, pour comprendre le type de citoyenneté économique, il faut prendre en compte le caractère inclusif ou sélectif des politiques éducatives et des politiques de l'emploi. En matière de politique de l'emploi, une politique inclusive, c'est une politique qui va toujours chercher à rattraper le retard en termes de qualification de celles et ceux qui sont sortis le plus précocement du système éducatif. Donc, c'est une politique qui va essayer de développer les compétences de la main-d'œuvre, avec, par exemple, les systèmes qui viennent des pays du Nord, de garantie jeunesse, qu'on a transposé en France ou testé en France dans la période récente. Ça, pour le coup, c'est un dispositif inclusif. C'est-à-dire qu'on ne laisse personne au bord de la route et on donne à celles et ceux qui sont restés au bord de la route les chances de revenir sur la route, si je puis filer la métaphore. Et puis, pour comprendre la politique sociale, il faut précisément regarder si elles sont familialisées ou individualisées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En France, elles sont familialisées, c'est-à-dire qu'on considère que le jeune est un mineur social, qu'il est l'enfant de ses parents. Et il y a des pays qui considèrent qu'à 18 ans, on est un citoyen de plein exercice et l'ensemble des droits et des devoirs sociaux sont ouverts avec la majorité politique, par exemple à l'âge de 18 ans. Donc ça, c'est par exemple les pays comme le Danemark qui ont mis en place un dispositif assez proche d'un salaire étudiant qui prend la forme de bons mensuels de formation à tirer. Donc peut-être que tout le monde n'est pas tout à fait familier avec ce genre de dispositif. Donc au Danemark, quand vous arrivez à l'âge de 18 ans, vous avez devant vous un droit à 72 mois de formation
qui s'ouvre. 72 mois, ça fait 6 ans. 6 ans pendant lesquels, si vous vous formez, chaque mois, l'État vous verse une allocation de l'ordre de 800 euros, quelle que soit votre origine sociale, quel que soit le niveau de revenu de vos parents, puisqu'on considère précisément qu'à 20 ans, on n'a pas à vous raccrocher au foyer de vos parents, mais vous êtes un citoyen à part entière, et qu'il s'agit de l'aider en tant que tel. Donc voilà une politique individualisée d'aide aux étudiants. En France, on va familialiser ça, c'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, via le système des exonérations fiscales ou via le système des allocations familiales, on va donner de l'argent aux familles pour qu'elles aident leurs enfants. Donc, on voit bien qu'il y a des choix différents qui sont faits. Et dans le cas de la France, on a la conjugaison d'une citoyenneté économique sélective et d'une citoyenneté sociale familialisée. Et donc, on a ce que Tom Chevalier appelle une citoyenneté empêchée. Les jeunes de moins de 25 ans en France ne peuvent pas ne peuvent pas devenir pleinement citoyens. À l'inverse, au Danemark ou en Suède, on a la conjugaison d'une citoyenneté sociale individualisée et d'une citoyenneté économique inclusive. Et donc, il parle de citoyenneté habilitante, c'est-à-dire que l'on aide les jeunes à devenir citoyens, à devenir adultes. Et puis, si je peux encore prendre quelques minutes, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, le travail de Cécile Van de Velde montre que ça a des effets sur l'expérience vécue par les jeunes, ou en tout cas que c'est la traduction de conceptions différentes de ce que ça signifie devenir adulte. Cécile Van de Velde montre que pour un jeune Danois, devenir adulte, c'est prendre le temps de se trouver. La jeunesse, c'est le temps de l'expérimentation. Et ce temps de l'expérimentation, il a des conséquences très concrètes. C'est qu'on peut devenir étudiant ou rester étudiant jusqu'à beaucoup plus tardivement. On peut utiliser 2 ans de droit à la formation initiale après l'équivalent du baccalauréat, puis avoir envie d'aller voir sur le marché du travail, y rester 2 ans, puis revenir à l'université. Il reste 4 ans de formation, ce qui fait qu'il n'est pas rare dans les amphis, dans les pays scandinaves, d'avoir des étudiants qui ont 30 ans, ce qui est exceptionnel en France, hormis quelques rares cas de reprise d'études. Et ce temps de l'expérimentation, ce temps du choix, ce temps simplement de se tromper et de retomber sur ses pieds, de faire un mauvais choix et de le corriger, eh bien, c'est rendu possible par ces politiques publiques qui sont à la fois individualisées et inclusives. Voilà. À l'inverse, elle va montrer que dans les pays libéraux comme le Royaume-Uni, devenir adulte, c'est s'assumer. On connaît bien l'exigence libérale, c'est s'assumer, c'est ne plus dépendre de ses parents, c'est ne pas dépendre de l'État. Et on considère que pour s'assumer, eh bien, il faut avoir recours au marché, c'est-à-dire le marché du travail. Et les jeunes travaillent très tôt, y compris les étudiants, encore plus tôt et encore plus nombreux qu'en France. Et c'est le marché financier, on s'endette pour financer ses études. Et donc là, l'expérience du devenir adulte au Royaume-Uni, ça va être vraiment cette idée de s'assumer. Donc, dans les pays scandinaves, on fait confiance à l'État, c'est l'État qui doit garantir ce temps d'expérimentation. Dans les pays libéraux, on fait confiance au marché, c'est le marché qui doit permettre de s'assumer. Dans les pays du sud de l'Europe, c'est ni l'État ni le marché, c'est la famille. C'est-à-dire que c'est vraiment sur les épaules de la famille que la société assume de faire reposer cette période de la vie. Les jeunes Espagnols décohabitent très tard de chez leurs parents, par exemple, et s'installent, quittent le domicile de leurs parents à quasiment 30 ans en moyenne, jusqu'à ce ils restent chez leurs parents jusqu'à ce qu'ils aient accumulé assez de ressources pour s'installer seuls, en tout cas de manière autonome des parents, souvent en couple, et parce qu'ils travaillent déjà depuis plusieurs années. Mais c'est assumé par la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une image négative des jeunes de 28 ans qui sont encore chez leurs parents, c'est une norme culturelle, pour dire les choses rapidement. Et ce que montre bien Cécile Van de Velde, c'est que donc, devenir adulte en Espagne, c'est s'installer, c'est prendre le temps de s'installer. En France, ce que montre Cécile Van de Velde, c'est que les jeunes sont parcourus par l'urgence de s'insérer. C'est l'angoisse de l'insertion qui étreint, si je puis dire, les jeunes Français, qui sentent l'urgence de ne pas perdre de temps en route. Vous savez peut-être que, par exemple, les terminologies du ministère de l'Éducation nationale permettent, dès l'accès au bac, de
mesurer la part d'élèves dits en retard, c'est-à-dire la part des élèves qui ont déjà redoublé un an avant d'arriver au baccalauréat, avant d'obtenir le baccalauréat, parce que l'on considère qu'avoir le baccalauréat à 19 ans plutôt qu'à 18 ans, c'est déjà avoir perdu un an. Et donc ensuite, on a cette sorte d'angoisse de l'insertion où il faut choisir la bonne orientation, ne pas se tromper. Si vous souhaitez vous réorienter, on va qualifier ça d'échec. Vous avez à nouveau perdu un an. Il faut, si possible, avoir un bac+5 sans se tromper à 22 ans ou 23 ans au plus tard. Et ensuite, eh bien, il faut aller sur le marché du travail, subir une forme de bizutage social, avoir un stage, un contrat précaire, jusqu'à enfin obtenir le Graal du premier CDI à plus de 28 ans aujourd'hui en moyenne. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces politiques publiques différentes ont des effets sur l'expérience vécue par les jeunes. Et par ailleurs, elles ont des effets aussi sur, en tout cas, on est très tenté de faire des liens entre les politiques publiques et la reproduction des inégalités. Ça, ce sont des synthèses de l'OCDE qui le montrent. On voit que quand on s'intéresse en Europe à la reproduction des inégalités, on s'aperçoit que plus on va vers l'Europe du Nord, plus la mobilité sociale est forte. À l'inverse, plus on va vers l'Europe du Sud et vers le Royaume-Uni, plus la reproduction des inégalités est forte. Ce qui est assez logique. On est tenté de dire que quand on laisse reposer sur les épaules de la famille ou du marché la possibilité de faire des études, ou en tout cas ce temps de la jeunesse, il n'est pas étonnant que ça encourage la reproduction des inégalités. À l'inverse, si l'État se mêle de cette période, garantit à chacun, à chacune, en tout cas à chacun, chacune qui souhaite se former un revenu, eh bien, ce n'est pas très étonnant de voir que cela encourage plutôt la mobilité sociale. Et enfin, dernière chose, et j'arrête ce long tunnel, pardon, c'est qu'on voit que ça a un effet sur le degré d'optimisme des jeunes. On est frappé dans les enquêtes européennes de voir que les jeunes scandinaves sont toujours assez significativement loin devant les jeunes des autres pays, les plus optimistes quant à l'avenir. Et donc, on voit bien comment des choix en termes de politique publique sont à la fois reliés à la conception qu'on a d'un temps de la vie et que ces choix ont des effets à la fois sur la reproduction des inégalités et sur la manière dont les jeunes se projettent dans l'avenir. Et justement, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable en France finalement de faire évoluer cette philosophie des politiques sociales à destination des jeunes pour les tourner dans des politiques un peu plus individuelles, en tout cas moins basées sur la famille? Est-ce que c'est possible? Et ce qu'on remarque aussi quand on regarde un petit peu l'actualité, c'est que il y a un certain nombre de réticences de la part de certains politiques, justement, notamment sur la question du RSA jeune, qui reviendrait finalement à mettre de côté l'idée d'une politique publique basée sur l'idée d'une famille aidante. Comment on peut expliquer aussi ces réticences? Sur la question du RSA, comment expliquer les réticences d'une partie des politiques à l'extension du RSA au moins de 25 ans? Il y a peut-être une question de coût, il y a une question d'idéologie, c'est-à-dire qu'une partie du champ politique considère qu'effectivement, donner le RSA aux jeunes de moins de 25 ans, ce serait encourager l'assistanat, comme ils disent. Donc, c'est l'idée que finalement, un revenu d'assistance désincite à la recherche active d'emploi, désincite au retour sur le marché du travail. Donc, soit certains le penseront toujours, mais alors l'objection qu'on pourrait formuler, c'est que, mais oui, mais c'est le cas à 26 ans comme à 24 ans. Donc, il n'y a pas de raison d'établir une barrière selon l'âge. Puis je crois finalement que la raison la plus importante, c'est celle que vous indiquiez, à savoir que ça fait partie d'une conception de la jeunesse comme étant laissée à la charge de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en France? Si je reboucle avec ce qu'on disait tout au début, il faut prendre en compte les inégalités entre les générations, mais aussi les inégalités entre les classes sociales, pour dire les choses rapidement. Il me semble que si on réfléchit aux politiques jeunesse à mettre en place, il faut avoir un double objectif en tête. D'abord, les politiques jeunesse, elles devraient avoir comme premier objectif de veiller à ce que les inégalités entre les générations n'augmentent pas.
nous sommes dans des sociétés vieillissantes partout en Europe, et donc dans des sociétés qui vieillissent, la question des inégalités entre les générations est une question pressante, puisqu'on voit bien comment, très vite, si on y prend garde, ces inégalités entre les générations peuvent s'agrandir. Une société qui vieillit, c'est une société dans laquelle on va dépenser beaucoup pour les plus âgés, et les dépenses publiques étant contraintes et résultant d'un certain nombre d'arbitrages, on peut craindre que les jeunes soient perdants dans ces choix en termes de politique publique. Donc, le premier objectif, c'est ça, c'est attention, veillons à ce que nous faisons ne vienne pas creuser des inégalités entre les générations. Mais le deuxième objectif devrait être donc de veiller à réduire les inégalités qui fracturent les générations, les inégalités liées à la classe sociale, à l'origine sociale, à l'origine ethnique, à l'appartenance territoriale, tout ça dont on parlait au début. Et il me semble que de ce point de vue, on a ces deux objectifs en tête. Les choix de politique publique qui ont été faits dans les pays du nord de l'Europe permettent beaucoup mieux de contenir ces deux types d'inégalités. Si on prend par exemple l'histoire des bons mensuels de formation au Danemark, on voit bien comment c'est une politique qui redistribue une partie des richesses en faveur des jeunes, concrètement, et qui donc vient dans la balance générationnelle donner un vrai apport aux jeunes générations, mais on voit bien comment c'est aussi un dispositif, on l'a dit, qui contient potentiellement la reproduction des inégalités. À la limite, peu importe que le fils ou la fille d'avocat d'affaires ou de médecin puisse avoir 800 € par mois, l'essentiel, c'est que le fils de charpentier ou d'ouvrier bénéficie lui aussi de 800 € par mois. Et donc, il ne s'agit pas, évidemment, de dire que dans 2 ans, dans 3 ans, en France, on va transposer terme à terme ce qui existe au Danemark, ou ce qui existe en Suède, ou ce qui existe en Finlande. Il s'agit, me semble-t-il, d'être pragmatique, de regarder, on aime bien faire du benchmarking de ce qui existe en Europe quand il s'agit de faire des politiques d'austérité, quand il s'agit de réformer le système des retraites. Moi, je dis, faisons du benchmarking aussi en matière de politique jeunesse, et regardons ce qui se passe dans les autres pays. Un peu ce qu'on vient de faire en répondant longuement, trop longuement, j'en conviens, à la question précédente. On voit que les choix qui ont été faits dans les pays scandinaves aboutissent à des inégalités davantage contenues et à un plus grand optimisme des jeunes. Donc, réfléchissons dans les prochaines années à comment nous pouvons aller vers davantage d'individualisation, vers davantage de politiques inclusives, en termes de citoyenneté économique. Vous voyez, par exemple, c'est typique de ce que l'on fait en France quand je parlais de millefeuille de dispositifs. On a transposé en France le dispositif de la garantie jeunesse. C'est un bon dispositif, il est imparfait, mais pour le coup, c'est un dispositif qui vient des pays du nord de l'Europe et qui consiste à proposer aux jeunes qui sont le plus éloignés de l'emploi et le moins qualifiés de bénéficier d'une allocation qui est de l'ordre du RSA, un peu moins de 500 € par mois pendant 1 an, et d'avoir un dispositif personnalisé d'accompagnement vers le marché du travail et vers le retour à l'emploi. Ça, c'est un dispositif qui est inclusif. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne peut pas laisser sur le côté les vaincus de la compétition scolaire. Mais dans les pays scandinaves qui ont mis cela en place, on a mis beaucoup plus de moyens sur la garantie jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'on met moins de moyens en termes, on dépense moins pour les aides aux employeurs qui emploieraient des jeunes. Vous savez qu'on multiplie les dispositifs d'exonération fiscale pour les entreprises ou les employeurs qui emploient des jeunes de moins de 25 ans. Ça, c'est un dispositif sélectif du point de vue des politiques économiques parce qu'on va agir sur la demande de travail et non pas sur l'offre. Donc, encore une fois, on vient rajouter la garantie jeunesse à un ensemble de dispositifs qui préexistent et on dit aux missions locales, débrouillez-vous avec la garantie jeunesse, sélectionnez le public, suivez le dispositif et rendez-nous des comptes sur vos résultats en termes d'insertion. Donc moi, je pense qu'il est urgent de s'inspirer de ce qui se passe dans les autres pays, de prendre le temps de réfléchir à comment on peut adapter ces dispositifs à la situation française, à établir une feuille de route
pour transformer progressivement notre conception de cet âge de la vie et en dériver des préconisations en termes de politique publique. Alors, c'est extrêmement compliqué, hein, parce qu'on n'améliorera pas la situation des jeunes en France si on ne réfléchit pas à la manière de transformer le fonctionnement de notre système éducatif. Si on continue à ne se préoccuper uniquement des 70 ou 80 000 élèves des classes préparatoires et à ignorer totalement les 700 000 ou les 800 000 bacheliers professionnels chaque année, on ne va pas améliorer le devenir et les trajectoires de celles et ceux qui sortent précocement du système éducatif. Donc, c'est ce que nous apprennent aussi les exemples d'autres pays, c'est qu'il faut comprendre comment toutes ces politiques font système. Il y a la politique éducative, il y a la politique de l'emploi, il y a les politiques sociales, et que tout cela forme des choix cohérents et qu'on ne peut pas simplement changer un paramètre. Et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'il faudrait une volonté politique très forte de changer de paradigme et mettre en branle l'ensemble de la société pour aller vers une transformation de ce modèle d'accès à l'âge adulte ou à la citoyenneté, peu importe comment on l'appelle. Et justement, vous utilisez à plusieurs reprises le terme millefeuille de politique publique et on a vu ces dernières semaines que le gouvernement a fait un certain nombre d'annonces à destination des jeunes, notamment des étudiants. Le repas à 1 euro, le chèque psy, une mesure pour lutter contre le décrochage scolaire. Au niveau régional, on a également, au niveau communal, pardon, on a également Anne Hidalgo à Paris qui propose une aide d'urgence pour tous les jeunes, la mise en place de maisons des jeunes où les jeunes peuvent se rendre. Qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'il faut penser de toutes ces mesures finalement? Est-ce que c'est pas du bricolage? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va dans le sens finalement d'une politique publique efficace en termes d'aide d'urgence? Mais est-ce que ces aides d'urgence-là sont vraiment tournées vers le futur? Est-ce qu'elles vont vraiment aider les jeunes à se relever sur le temps long? Ben, j'ai plutôt envie de vous répondre par la négative. Effectivement, ce sont des aides d'urgence, voilà, vous l'avez dit. À chaque crise, on bricole des dispositifs. Donc, très bien, moi je trouve que les repas à 1 euro sont tout à fait les bienvenus. Je crois qu'ils ont été étendus aux non-boursiers également. Le repas du midi, le repas du soir, voilà, la journée par semaine ou les 2 jours par semaine où je vais à mon bureau à l'université et que je vais chercher mon panier repas au Crous, je vois effectivement de plus en plus d'étudiants venir chercher leur propre panier repas à 1 euro, y compris pour le soir, et je trouve ça très bien. Bon, le chèque psy, le problème c'est qu'il n'y a pas de psy dans l'enseignement supérieur ou très peu, donc on peut toujours donner un chèque psy, ça ne va pas multiplier les postes de psy. Les aides que les communes ou les collectivités locales peuvent mettre en place en urgence sont toujours les bienvenues, quand bien même elle bénéficierait à peu d'étudiants. Mais je crois que vous avez donné la réponse dans votre question. C'est voilà, faute d'une politique jeunesse et faute d'un vrai choix de politique publique plus ambitieux, on en est réduit à improviser à chaque crise et à écoper un petit peu l'eau pour éviter d'être complètement englouti. Donc non, évidemment, ce n'est pas des solutions d'avenir. On ne peut qu'espérer que tout ce que révèle cette crise, malheureusement, à mesure qu'elle dure, et ça fait 1 an que ça dure, eh bien, ne sera pas totalement oublié dans le fameux monde d'après. Donc, espérons au moins que cette catastrophe dans laquelle nous vivons depuis 1 an maintenant quasiment nous aura permis de gagner quelques années vers cette transformation des politiques publiques en direction du jeune. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste, je pense qu'on va y venir. Je pense que c'est l'avenir. Bon, espérons au moins que cette période crépusculaire depuis mars 2020 aura permis de gagner quelques mois, quelques années sur cette transformation nécessaire, cette prise de conscience nécessaire. Justement, vous nous parliez un petit peu de votre expérience de professeur et on a une question sur le live. C'est Mathilde qui demande, en tant que professeur, quelle est votre réponse à l'appel des étudiants en détresse? Et quelle est votre expérience des cours à distance et de cette détresse exprimée par les étudiants, notamment à travers les médias, mais certainement d'abord auprès de vous? Oui, c'est vrai que moi, je vois une vraie différence entre ce qu'on a appelé le premier confinement au printemps 2020 et puis là, l'automne, puis l'hiver 2020-2021. Je crois qu'il y avait une sorte de sidération générale
au printemps. Et donc, voilà, le temps que les cours à distance se mettent en place, puis la fin de l'année est arrivée rapidement. Et donc, même si on savait qu'il y avait des étudiants qui étaient en souffrance, ce n'était pas quelque chose qui occupait beaucoup de temps d'interaction avec des étudiants. Et là, dès novembre, moi, j'ai été extrêmement frappé d'avoir des rendez-vous à distance, évidemment, malheureusement, avec les étudiants pour discuter de leur mémoire ou de leurs différents travaux, et où les étudiants d'eux-mêmes abordaient leur mal-être ou leur malaise. Il faut bien se rendre compte que là, on est dans une situation où quelqu'un qui est en deuxième année n'aura connu quasiment qu'un semestre d'enseignement en présentiel. Quelqu'un qui est en première année cette année a eu son année de terminale complètement fichue en l'air par le coronavirus, par la crise sanitaire, et n'aura quasiment pas rencontré ses enseignants et les autres étudiants dans sa première année d'études. Et on n'a aucune certitude sur ce qui va se passer à l'automne prochain. Enfin, si on va pouvoir rentrer dans des conditions normales à l'automne. Donc, moi, je pense que ça, c'est… Enfin, parenthèse, je pense qu'on devrait dès aujourd'hui aussi réfléchir à comment on peut faire pour l'automne prochain si jamais, moi je ne suis pas scientifique, mais si jamais la situation sanitaire ne s'est pas améliorée suffisamment, si jamais les variants, si jamais les vaccins, je pense qu'on ne peut pas repartir dans une année universitaire comme ça. Je pense que ce n'est pas possible pour plein de raisons, pour la santé mentale des étudiants d'abord et avant tout, pour la qualité des enseignements, parce que même si on fait toutes et tous de notre mieux, je pense, eh bien, on voit bien qu'on ne transmet pas la même chose à distance qu'en présentiel. Alors, beaucoup avaient le fantasme de cet enseignement à distance, il fallait le développer, etc. J'espère que ça va calmer les ardeurs de beaucoup. Non, on ne transmet pas la même chose à distance qu'en présentiel. Ça ne veut pas dire que cette période ne nous aura pas permis de découvrir de nouveaux outils qu'on pourra aussi mobiliser en présentiel pour rendre les cours plus vivants, plus interactifs, etc. Mais en tout cas, rien ne remplace le présentiel. Et donc, effectivement, l'enseignement à distance est mal vécu par les étudiantes et les étudiants, qui sont réduits à des atomes individualisés chez eux derrière leur ordinateur. Voilà, moi, je sais que, par exemple, en première année, ce semestre, j'ai un cours de 17h à 18h30 avec 130 étudiants qui ont déjà enchaîné les visios auparavant. Et donc, qu'est-ce que je peux leur demander? Je veux dire, moi, je les plains. Je déverse mon cours dans un trou noir du mieux possible. Et je sais que par ailleurs, ils ont eu des heures de visio. Donc, ça, je dis qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire pour que les cours reprennent à l'université en septembre 2021, parce que sinon, on se prépare à beaucoup de dégâts. Donc, ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'enseignants, est évidemment diriger les étudiantes et les étudiants vers les personnes au sein des universités, au sein des CROUS qui peuvent les aider. On essaye de les aider, nous aussi, individuellement. On fait beaucoup de suivi. On n'est pas toujours armé, hein, évidemment, pour faire ça. Donc oui, je crois que la période a fait beaucoup de dégâts. On voit des enquêtes qui ont été faites, y compris dans des institutions où on peut penser que les étudiants sont d'origine plus favorisée qu'ailleurs. Je crois que Sciences Po Paris avait fait notamment une enquête sur la santé mentale des étudiants, sur l'expérience des étudiants, et on voyait qu'il y avait des pourcentages de souffrance et de situations de dépression qui étaient très élevés. Donc ça, je suis assez content dans ce malheur, au milieu de ce malheur, que ce soit une thématique qu'on ait réussi à faire émerger, que les étudiants, les étudiantes aient réussi à faire émerger. On n'en parlait pas du tout jusqu'à une période assez récente, hein. Ça date vraiment d'un peu avant Noël, où cette thématique a émergé dans les médias. Et même si les responsables politiques ne font pas grand-chose, au moins ils font semblant d'en parler dans leur prise de parole, hein. Il a fallu attendre, je crois, la dernière question d'un journaliste pour que le Premier ministre évoque le sort des étudiants. Mais je pense que depuis, on a un peu progressé, que cette souffrance, elle a été rendue visible. Espérons que ça dure, mais que la crise ne dure pas trop longtemps non plus. Et justement, tout à l'heure, vous manifestiez votre inquiétude par rapport aux conséquences de la crise de la Covid sur le long terme pour les jeunes. Et justement, dans la deuxième édition du rapport sur la pauvreté en France, l'Observatoire des inégalités souligne, et donc là, je cite, « Si les personnes âgées ont subi les plus lourdes conséquences en termes de santé, les jeunes vont payer l'addition en matière d'emploi et de revenus. » Est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui un effet cicatrice de la crise qui creuserait encore plus les inégalités
entre les générations d'une part, mais au sein même de l'actuelle génération d'autre part? Alors, sur les inégalités au sein des générations, oui, je crois que malheureusement, ça va aboutir à une augmentation des inégalités. Sur la question de l'effet cicatrice, c'est une vraie question. Quand on a commencé cet entretien, vous m'avez demandé voilà, est-ce qu'il y a un effet générationnel? Enfin, c'est quoi la variable génération? Et en fait, c'est un peu ça, la variable génération. C'est-à-dire que si on dit les jeunes ont plus de difficultés que le reste de la population, c'est un effet d'âge. Pour qu'il y ait un effet génération, il faut qu'on puisse montrer que cette difficulté accrue dans les premières années de la vie active, eh bien, elle ne se rattrape pas. C'est-à-dire que le handicap que vous avez parce que vous commencez votre vie active au cours d'une période de crise, eh bien, on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même situation. Si 10 ans après, par exemple, vous avez rattrapé ce retard, pris par exemple en termes de salaire, je sais pas, prenons un indicateur de salaire, vous essayez de vous insérer sur le marché du travail en 2010, alors qu'on est en plein dans les conséquences de la crise économique et financière de 2008, vous avez en moyenne des salaires moins élevés dans les premières années de vie active. Est-ce qu'à 35 ans, à 40 ans, au bout de 10 ou 15 ans de vie active, vous allez rattraper votre écart de salaire par rapport aux générations précédentes au même âge? Si oui, il n'y a pas d'effet cicatrice. Sinon, si vous êtes toujours en retard, il y a un effet cicatrice. Et donc, c'est une question qui est très difficile à traiter. C'est une question qui est très difficile à traiter parce qu'il faut des données qui permettent de les traiter, c'est-à-dire des données longitudinales qui permettent de comparer à âge égal le sort de générations successives. Et ça nécessite d'utiliser des modèles qui permettent de distinguer un effet d'âge d'un effet de période et de ce qu'on appelle un effet de cohorte. Donc, c'est des questions très compliquées. Il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés en ce moment et qui ne sont pas, me semble-t-il, même si je ne fais pas de la veille sur ce sujet tous les jours, qui, me semble-t-il, aboutissent pour l'instant à des conclusions assez contradictoires. C'est-à-dire que tous les travaux ne disent pas qu'il n'y a aucun effet cicatrice et tous les travaux ne disent pas qu'il y a à tous les coups un effet cicatrice. Donc, il faut être très attentif pour le coup à cette question, puisque effectivement, si par exemple on ne se sortait pas de la crise sanitaire avant 2 ou 3 ans, je ne sais pas, imaginons le scénario catastrophe, il faudrait être particulièrement attentif aux jeunes qui chercheront un travail dans les 2 ou 3 prochaines années, parce qu'il ne faudrait pas qu'une fois que la situation redevienne un peu à la normale, on leur préfère sur le marché du travail des jeunes qui sont fraîchement sortis de formation. Donc, il faudra veiller vraiment à ce qu'il y ait un effet de rattrapage qui soit porté, là encore, par des politiques publiques ambitieuses. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis assez d'accord avec celles et ceux qui insistent sur le fait que, quand même, les jeunes payent lourdement la crise actuelle. Et j'allais dire d'un point de vue des rapports entre les générations, c'est bien normal. On a tous envie que nos parents, nos grands-parents ne soient pas touchés par la Covid. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut mettre tout le monde dehors et hop. Mais en tout cas, il faudra aussi qu'une fois que cette période sera derrière nous, la société se souvienne que les jeunes ont vraiment payé un lourd tribut. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui agite la guerre des générations, vous l'aurez compris, ou le conflit de génération. Je considère que ce n'est pas la seule variable à utiliser pour comprendre, bien au contraire, les dynamiques de nos sociétés. Et simplement, il faudra se souvenir que les jeunes qu'on a stigmatisés beaucoup, hein, c'était eux qui faisaient la fête, c'était eux qui se contaminaient, c'était pas raisonnable, etc. Et ben, ils auront joué le jeu, ils en auront payé un lourd tribut, on en a longuement parlé, et il faudra s'en souvenir par la suite, j'espère en tout cas. Eh bien, merci Camille Penny. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Donc, pour rappel, on a d'abord vu quelle était la pertinence de la lecture générationnelle des inégalités sociales et comment elle s'appliquait justement dans le cadre de cette crise de la Covid-19. Vous avez bien souligné que ce qui est important, c'est la nature des politiques publiques, leur philosophie d'une certaine manière. Et vous avez bien expliqué la différence entre la France et d'autres pays d'Europe, notamment d'Europe du Nord. La France étant, suivant des politiques publiques beaucoup plus familialistes, alors que des pays du Nord suivent des politiques publiques à destination des jeunes beaucoup plus individualisées. Et puis, on a bien souligné l'inquiétude face à l'avenir finalement et l'importance centrale de prendre
de prendre des mesures maintenant pour éviter un drame. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous pour votre invitation et bon courage à tous les étudiants, toutes les étudiantes et tous ceux qui regarderont cette vidéo. Oui, je remercie évidemment tous ceux qui se sont connectés. Vous pourrez retrouver en replay très rapidement cet échange. Et voilà, merci à tous.